quand j'ai été maire, j'ai recyclé les eaux de la station d'épuration pour arroser les espaces verts. Je ne vous dis pas le mal que j'ai eu avec les services de la santé et autres, comment il fallait orienter le jet, tout ça. Enfin, donc je confirme que ce n'est pas facile quand les règlements sont très rigides et que chacun défend son prêt et qu'il n'y a pas de discussion collective. Dominique Martin-Ferraille, que je connais depuis longtemps, m'a demandé d'avoir un regard un peu global et je ne sais pas si ça va tomber vraiment dans le cadre. Je salue Gérard Payen, Éric Tardieu, des grands spécialistes de l'eau que je connais depuis très longtemps. J'ai connu Gérard aux Nations Unies quand il conseillait le secrétaire général sur les questions de l'eau et qui continue toujours de manière absolument persévérante et tenace son action. Alors, le regard un peu global, excusez-moi, c'est très simple, c'est qu'il faut nourrir bientôt 9 milliards de terriens, à peu près, quoi, donc avec un accès à l'eau, et qu'il faut à la fois s'adapter au changement climatique. Donc, notre difficulté, c'est de faire coïncider en quelque sorte une approche par les droits, le droit à l'eau potable, pas plus de 30 minutes aller-retour près d'un point d'eau de bonne qualité, c'est à peu près ça. Et vous pourriez regarder, si ça vous intéresse, l'ODD numéro 6 sur l'eau avec tous les indicateurs et la difficulté d'avoir tous ces indicateurs pour les rassembler. Donc ça ressemble un petit peu à ce que vous disiez. Et en même temps, la réalité géographique, c'est que vous avez 60% de la population mondiale qui est en Asie, mais que 30% de l'eau seulement. Tandis que vous avez 0,5% de la population mondiale, même 0,3% en Amazonie, mais 15% de l'eau. Bon, donc c'est assez compliqué d'adapter tout ça. Et vous savez que 3 humains sur 10 n'ont pas accès à l'eau potable, 6 sur 10 n'ont pas accès à l'assainissement et 80%, donc quasiment la totalité, des eaux usées sont rejetées sans traitement dans les eaux ou dans la mer. Ce qui fait que dans la mer, vous avez de plus en plus de zones sans vie, sans oxygène qui se développent, des zones mortes, etc. Même chose d'ailleurs dans les cours d'eau, de moins en moins d'oxygène dissous, avec une alerte des Nations Unies à ce sujet. Alors, vous savez tous, vous êtes tous des spécialistes de l'eau, vous savez que c'est l'agriculture qui prend le plus d'eau consommée par les humains. Les humains, pour eux-mêmes, dans les ménages, c'est à peu près 8%, mais déjà 1%, c'est de l'eau qui provient des usines de dessalement. 20 000 au moins usines de dessalement déjà, et donc le dessalement est en train de connaître une progression tout à fait importante, avec un certain nombre de, comment est-ce qu'on peut dire, de conséquences. Ce n'est pas si simple que ça, le dessalement. Il faut que l'eau soit à peu près propre, il faut ensuite des tuyaux pour l'amener quelque part, il faut ensuite savoir ce qu'on fait du lasso au mur, etc., etc. Ce que je voulais simplement peut-être dire, c'est que nous avons en France une très bonne école de l'eau. Elle est connue, c'est elle qui a inventé la GIR, la gestion intégrée des ressources en eau, c'est elle qui a insisté et inventé quasiment la gestion par bassin versant. Et cette école et ses fondements sont en train d'évoluer. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de parler de cette évolution. Et la majeure, ou une des plus importantes, c'est ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature. C'est qu'il y a maintenant une attention portée à la façon dont la nature elle-même gère en quelque sorte les questions d'eau. Dans les oublis de notre école, il y a un problème de statistique, encore une fois, qui est que le 5e de l'eau consommée dans le monde provient du commerce. Du commerce, tout simplement parce que quand il n'y a pas d'eau, on peut acheter des produits qui, eux, ont utilisé l'eau d'ailleurs pour les tomates du Maroc. Le Maroc exporte l'eau qu'il n'a pas, donc c'est assez tout à fait curieux comme système. Et donc, nous avons maintenant une nouvelle grille d'analyse qu'on appelle l'empreinte eau. Et cette empreinte eau, c'est l'addition de l'eau virtuelle des achats et de toutes les eaux qu'on consomme, à commencer par l'eau de pluie. Et ça, c'est la deuxième chose la plus importante, c'est que l'eau de pluie, la pluie, elle est souvent aussi négligée ou oubliée dans nos analyses. La pluie, c'est 80% de l'humidité de l'atmosphère, et c'est les 3/4 de l'eau consommée par les humains. Donc la pluie, c'est capital, et c'est plus important que les sources, si je puis dire, que les rivières, etc. Parce que quand la pluie arrive, d'abord la moitié s'évapore, donc il faut absolument savoir ça, mais ensuite, vous avez le quart qui s'écoule, c'est l'eau bleue. Maintenant, on met des couleurs un petit peu partout. Donc, l'eau bleue, ce sont les sources, ce sont les lacs, ce sont les cours d'eau, ce sont les fleuves. Et vous avez le 10e de cette pluie. Alors ça, c'est la plus importante. Elle s'infiltre dans les sols, elle est dans les êtres vivants, elle est dans les arbres, elle est dans la végétation. Et c'est elle qui, grosso modo, fait la vie sur Terre. C'est cette eau qui est dans les sols. Et donc, c'est cette eau-là
que la nouvelle école va nous amener à sans arrêt privilégier. Attention, les sols, c'est ce qu'il y a de plus important. L'eau dans les plantes, l'eau dans les arbres, c'est ça qui est absolument essentiel. Sur le plan de la gouvernance, nous avons plus de 260 bassins hydrographiques partagés. Vous savez que le Danube, c'est 19 pays. Je pense que c'est le champion du monde, le Danube, de la gestion partagée, si je puis dire, avec 3000 accords juridiques. Il y a 3000 accords pour le partage. Il y a deux conventions des Nations Unies qui sont maintenant valides. Elles ont été toutes, je ne sais plus comment on dit, acceptées, ratifiées. Merci beaucoup, excuse-moi. En revanche, on a un problème pour les eaux souterraines. Ah, là, il y a un problème pour les eaux souterraines parce qu'il y a beaucoup moins d'accords pour le coup. Et c'est vraiment premier arrivé, premier servi. Donc, il faut qu'on fasse extrêmement attention aux eaux souterraines. L'UNESCO travaille sur la question. Mais nous avons un problème parce que, d'abord, dans beaucoup de ces nappes, le pompage l'emporte sur la recharge. Et certaines de ces nappes sont fossiles. Alors là, qu'est-ce qui arrive? On ne sait pas. Et c'est justement dans les endroits où c'est fragile et où les conflits sont assez faciles, si je puis dire, au Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, mais même en Amérique. La grande nappe de l'Olagala, elle est en train aussi de descendre. Et ça, c'est préoccupant, puisque après tout, c'est aussi une partie du grenier du monde. Comme vous le savez, l'eau et l'énergie, l'eau et l'alimentation, c'est à partie liée, bien entendu. Pour l'alimentation, c'est évident, mais pour l'énergie, il y a 50 000 gros barrages à la surface de la Terre. Et quand on va chercher du pétrole, qu'est-ce qu'on va trouver d'abord? De l'eau. Les puits de pétrole se donnent d'abord de l'eau sale, bien entendu. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle fait avec cette eau sale? Elle se balade. Et ensuite, l'activité minière. Comme vous le savez, nous sommes dans la transition énergétique. La transition énergétique, ça va multiplier par 6 la consommation de métaux. Chaque fois que vous allez chercher des métaux, vous allez avoir des problèmes de pollution acide. Le drainage acide, c'est sans doute une des activités les plus sales pour ce qui touche à l'eau. Donc, il faut que nous sachions que nous avons ça devant nous, là, maintenant. Nous avons un problème de villes. Les villes, l'OCDE a fait un travail très amusant. Les villes, il y a à peu près 30% de surface supplémentaire utilisée par les villes pour aller chercher de l'eau. De plus en plus loin de la ville, on va chercher de l'eau. Il y a des villes qui, même Paris d'ailleurs, on va chercher de l'eau à droite à gauche parce que la Seine est trop petite, si je puis dire. Mexico, c'est l'exemple. C'est vraiment, même New York, on va chercher de l'eau extrêmement loin. Or, qu'est-ce qui se passe avec ce pompage de l'eau? On va chercher de l'eau de plus en plus loin. Les villes s'enfoncent. Elles s'enfoncent. Beaucoup de villes s'enfoncent, et Téhéran s'enfonce, Bangkok s'enfonce, Mexico s'enfonce. Toutes ces villes s'enfoncent de manière assez rapide. C'est même frappant parce qu'on a trop pompé dans le sous-sol. Et ensuite, quand on est près du littoral avec la mer qui monte, il y a des intrusions d'eau salée. Donc c'est très important. Et vous avez des études récentes, notamment dans la revue Science, qui sont vraiment impressionnantes. Vous dites qu'à peu près 8% des terres immergées sont en ce moment en train de descendre, si je puis dire. Alors, bon, on ne va pas parler de ça trop longtemps, parce que ça, c'est comme ça, c'est devant nous, donc il faut qu'on fasse évidemment extrêmement attention. Ce qui renvoie un petit peu à la discussion sur Mayotte ou ailleurs, c'est que la Banque mondiale nous dit, attention, il y a 50 millions de mètres cubes d'eau potable qui disparaissent des réseaux de distribution par fuite et vol. Et quand on regarde ça dans les pays en développement, là, c'est de 30 à 50% de l'eau traitée, propre donc, qui est détournée, volée dans les canalisations d'eau, etc. Et c'est une question intéressante parce que c'est l'arrivée du crime organisé aussi. C'est-à-dire que vous avez maintenant des camions d'eau potable qui vont à Bangalore, par exemple, ou autre, et si tu n'es pas gentil avec le gars qui envoie l'eau avec les camions, tu ne l'as plus. Le camion ne s'arrête plus chez toi, etc. etc. Donc, il y a ce côté mafia, je te protège, mais comme ça, je te donne de l'eau, etc. Il faut faire extrêmement attention. Et d'après la Banque mondiale, c'est une question de temps pour voir arriver une contrebande de l'eau transfrontière. Alors, c'est une question politique extrêmement importante, puisque cette question politique, vous la connaissez tous, c'est est-ce qu'il faut donner un prix à l'eau? Parce que comme on a un droit à l'eau, après tout, ce n'est pas du vol, puisqu'on a droit à l'eau. Mais est-ce que le droit de tirage est illimité? Et la question, elle tourne autour du droit de tirage. Combien, comment, etc. Donc, c'est une question extrêmement importante. Alors, l'école française, bien connue, nous dit, l'eau est gratuite, certainement, mais ce que nous faisons payer, c'est le service de vous l'apporter, de nettoyer, d'entretenir, je ne sais pas moi, une pompe, c'est 25 ans, une canalisation, c'est à peu près 80 ans, il faut renouveler, bon, tout ça, ça coûte. Voilà. Donc, c'est une question que je vous soumets parce qu'elle est évidemment extrêmement importante. Alors, maintenant, il y a
il y a le changement climatique. Alors, le changement climatique, en général, on s'intéresse à l'effet du climat sur le cycle de l'eau. Bon, alors vous le connaissez tous, le cycle de l'eau est accéléré, il pleut beaucoup plus par endroits, et vous avez ce phénomène extraordinaire qu'on appelle les rivières atmosphériques. Une rivière atmosphérique, on la voit sur les photos satellites, un long filament qui part des zones tropicales avec des quantités d'eau absolument considérables et qui tout d'un coup crève et lâche l'équivalent de 3 fois le Mississippi à son embouchure à peu près au même endroit. Et donc, vous avez des villes qui sont totalement impréparées à ça. Il y a eu ça au Caire et ailleurs. Et donc là, on a une nouvelle forme d'urbanisme et de résilience. Les Chinois appellent ça la ville éponge. C'est donc extrêmement important. Comment est-ce qu'on fait? Vous le savez autant que moi, c'est trop de pluie d'un côté, trop de sécheresse de l'autre. Vous avez vous avez un risque, disons, pour une augmentation de température. Alors, je dis ça de François Gène, c'est lui qui va pouvoir nous dire, à 2 degrés Celsius, un risque d'avoir à peu près 25%, 30% des terres émergées menacées de désertification. Donc, on est sur cette route-là qui est extrêmement complexe. Vous vous souvenez tous du Cap, hein, quand il y a eu, il y a 2 ans, je crois, chaque habitant avait droit à 50 litres par jour, pas plus, hein, etc. Voilà, donc vous savez ça. Pluie intense, hein, et absolument intense, et sécheresse. Et vous savez qu'une pluie intense qui tombe sur un sol sec, ça n'arrange pas du tout les choses. Ça emmène tout à l'extérieur, et des quantités d'azote et des quantités de nutriments qui partent avec ces terres est absolument considérable. La mer monte, vous le savez. Maintenant, on sait, hein, le Groenland a perdu 5 000 milliards de tonnes de glace. 5 000 milliards de tonnes de glace, voilà, avec une hausse, rien que pour le Groenland, de 1,2 cm. Donc voilà. Et alors, vous avez 200 000 glaciers qui sont en train de fondre. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour la Garonne, pour le Rhône, pour autres, vous allez avoir trop d'eau en hiver parce qu'il n'y aura pas de neige, mais de la pluie, et vous n'en aurez plus en été. Donc, les régimes hydrographiques sont en train de changer, etc. Et vous avez déjà 8 îles qui ont disparu dans le Pacifique. Voilà, elles ont disparu. On ne les retrouve plus. Ah bon, voilà. Okay. Donc, voilà. Et évidemment, puisqu'on a parlé on n'a pas parlé de Saint-Martin et d'Irma. Hein, 270 km/h, quand même. Comment est-ce qu'on fait pour s'adapter à 270 km/h? Pas évident. Donc voilà, etc. Donc tout ça, c'est devant nous. Je me souviens qu'en 2020, il y a eu 29 cyclones et on manquait de lettres pour les caractériser. Il a fallu se mettre au grec pour mettre alpha, bêta, parce qu'il n'y en avait pas assez, quoi. Voilà. Donc, ce qui m'intéresse ici, juste pour terminer là-dessus, c'est qu'on s'intéresse à la modification du cycle de l'eau par le climat, mais on ne s'intéresse pas à l'action de l'eau sur le climat. Ça, c'est une erreur, sans doute. Or, c'est très important l'action de l'eau, puisque, comme vous le savez, l'évaporation rafraîchit. Et donc, on a intérêt toujours à avoir suffisamment d'eau à la surface de la Terre pour qu'il y ait de l'évaporation. Et évidemment, comme vous le savez tous, c'est l'arbre qui est notre meilleur allié là-dedans, puisque lui, il évapore beaucoup s'il a de l'eau. Et donc, c'est très important de comprendre ça, parce que l'énergie solaire, quand elle arrive, qu'il n'y a pas d'eau, elle réchauffe. Il fera plus chaud. Mais quand il y a de l'eau, c'est l'eau qui va récupérer l'essentiel de la chaleur du soleil. Ça va faire ce qu'on appelle la chaleur latente, et elle va s'évaporer, et ça ne va pas réchauffer. Et donc ça, c'est très, très important. Et on le sait bien, la différence extraordinaire qu'il peut y avoir dans un coin où il y a des arbres et dans un coin où il n'y en a pas, en pleine ville, par exemple. Et quel est le problème pour nous? Eh bien, le problème pour nous, c'est que nous avons, avec notre gestion de l'eau, admirable certainement, nous avons asséché les continents. Nous avons contribué à assécher les continents, puisque dans nos villes, nos routes, nos surfaces imperméabilisées, etc., nous avons enlevé l'eau et nous l'avons envoyée le plus vite possible vers la mer. Oh là là, mais c'est justement ce qu'il ne fallait pas faire. Il faut la garder au contraire. Il faut récolter la pluie partout où l'on peut, la garder, l'infiltrer, etc. Parce qu'autrement, cet assèchement va contribuer à aggraver encore le changement climatique. Ceci pour vous dire, chers amis, pour terminer, c'est que la lutte contre le changement climatique, c'est aussi une bonne politique de l'eau. Et ça, c'est négligé par nos responsables. Il faut une bonne politique de l'eau. Et évidemment, quand on est dans son bassin versant, c'est très important de la gérer correctement avec tous ses partenaires. Mais de temps en temps, jeter un coup d'œil pour voir s'il n'y a pas un ouragan qui arrive, ça peut être aussi utile. Voilà. Et nous savons aujourd'hui, vous savez, la planétologie a fait beaucoup de progrès. Et nous sommes, à mon avis, sur le chemin de considérer l'eau comme un bien commun planétaire dont il faut politiquement gérer la répartition. Merci beaucoup.